Voilà. Donc, je vais laisser les intervenants se présenter. L'enregistrement est lancé. Je laisse vous présenter. Vous en avez peut-être la main. Voilà. Alors, Isabelle Virouleau, je suis formatrice à l'IFSI d'Angoulême, donc c'est l'Institut de formation en soins infirmiers qui forme les infirmières. Bonjour, je m'appelle Didier Tounieras, je suis directeur de l'Institut de formation des ambulanciers et je suis aussi cadre de santé du SAMU et du SMUR. Magali Van Acker, donc responsable pédagogique à l'IFAS du Centre hospitalier d'Angoulême, IFAS, Institut de formation des aides-soignants. Bonjour, Denis Annick, je suis puériculteur, donc infirmier puériculteur, et je suis le directeur de la crèche familiale de l'hôpital d'Angoulême. Je suis ici aujourd'hui parce que ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plusieurs métiers dans la crèche, on aura l'occasion d'en rediscuter. Voilà. On a ? Très bien, allez. Alors, on va débuter par la présentation de l'IFSI d'Angoulême, qui donc accueille les étudiants qui souhaitent faire la formation pour devenir infirmier ou infirmière. Je vais vous parler un petit peu d'abord du métier d'infirmier. L'infirmier, c'est un professionnel paramédical qui va exercer dans différents établissements de soins, mais pas seulement dans des établissements de soins. On peut le retrouver également dans des cabinets libéraux en ville. Il va travailler auprès des personnes à leur domicile. En milieu professionnel également, ils sont présents dans les entreprises, auprès des salariés des entreprises, et aussi en milieu scolaire, comme vous pouvez l'avoir au collège. Donc, l'infirmier travaille le plus souvent en partenariat avec d'autres professionnels de santé, les médecins notamment, les kinésithérapeutes, les aides-soignants et les sages-femmes, tout professionnel de santé qui interviennent dans les établissements de soins. Alors, en fait, l'infirmier et l'infirmière travaillent dans des secteurs très diversifiés. On a plusieurs services de soins, la chirurgie, la médecine, la psychiatrie, la gériatrie aussi, donc c'est le secteur où on s'occupe des personnes âgées, la pédiatrie, où on s'occupe des enfants, la rééducation, l'éducation nationale, les services d'urgence, les services de réanimation, c'est vraiment très, très varié. Elle travaille aussi auprès de populations très, très différentes, des populations à la fois malades, mais aussi des populations en bonne santé, quand elle fait de la prévention notamment. Donc ça peut être des enfants, ça peut être des adultes, des personnes âgées et aussi des personnes handicapées. Elle intervient à tous les niveaux de la prise en soin. Elle peut être là avant pour faire de la prévention, éviter qu'on tombe malade, pendant la pathologie, pendant la maladie, en essayant d'apporter des traitements qui lui seront prescrits par le médecin, et aussi pour accompagner les personnes qui sont en fin de vie. Donc, c'est une activité très diversifiée qui est accessible en un seul diplôme, qui est le diplôme d'état d'infirmier. Alors, comment se forme-t-on pour obtenir ce diplôme d'état? C'est une formation en alternance, c'est-à-dire qu'on est à la fois en institut de formation avec des cours théoriques et aussi en stage dans les différentes unités de soins dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est une formation donc, qui se déroule sur 3 années. Ça représente 6 semestres. Donc, il y a exactement autant d'heures de formation théorique que de formation en stage. Et on prévoit également sur ces 3 ans 900 heures de travail personnel. Il y a 10 compétences en tout à acquérir pour obtenir ce diplôme. Et quand on obtient ce diplôme, on obtient aussi ce qu'on appelle un grade licence qui permet aux étudiants de continuer leurs études et de poursuivre un petit peu plus loin. Alors, la formation contient plusieurs unités d'enseignement, beaucoup d'unités d'enseignement sur les 3 ans, et elles sont très, très variées. On va parler beaucoup de ce qui est anatomie, physiologie, de psychologie également. Je vous en ai mis là que des exemples. Là, je n'ai pas été exhaustive, je n'ai pas tout mis. La pathologie, la pharmacologie, tout ce qui est des questions qui
concerne l'éthique également, la santé publique, les soins d'urgence, plusieurs types de soins, ce qu'on appelle nous le raisonnement clinique, c'est-à-dire l'étude de la situation d'une personne, pour voir un petit peu quelles sont les actions qu'il faut mener pour les soigner. Et puis, il y a d'autres unités d'enseignement qui concernent plus les méthodes de travail, comment on lit un article, etc., et également de l'anglais. Et on fait également de la recherche. On fait un mémoire de fin d'études pour pouvoir obtenir ce diplôme. Alors, on a des outils pédagogiques très variés. Il y a deux types de cours, deux grands types de cours, trois même. Les cours magistraux, donc là, souvent, ce sont des cours qui sont dispensés en présence d'informateurs, mais aussi on a des cours universitaires dispensés par des médecins qui, eux, sont enregistrés et sont visionnés. Ce sont des vidéos que les étudiants doivent regarder pour acquérir des connaissances. On a ce qu'on appelle des travaux dirigés, c'est des séances de cours en petits groupes de 20 étudiants à peu près, où on va reprendre ces connaissances-là et puis les expliquer. Et on a des travaux pratiques dans des salles qui sont conçues pour ça, avec des bras artificiels, par exemple, pour apprendre à faire une prise de sang. On a un atelier de simulation également avec un mannequin sur lequel on va pouvoir s'entraîner également. On a des casques de réalité virtuelle pour pouvoir apprendre quelques soins également, ainsi que des stérilisés. L'évaluation, donc on évalue chaque unité d'enseignement à la fin ou au cours de chaque semestre. Ça fait pas mal d'évaluations. À la fin de la formation, au moment du semestre 6, c'est un jury final qui va déterminer si l'étudiant obtient ou non son diplôme d'État. À chaque fois que l'étudiant part en stage, il y a également une commission qui se réunit pour dire si le stage est validé ou non. Il y a effectivement une validation de stage obligatoire pour pouvoir obtenir le diplôme. Alors, les stages, donc ça représente la moitié de la formation, comme je vous le disais tout à l'heure. En première année, il y a 15 semaines de stage, 20 semaines en deuxième année et 25 semaines en troisième année. C'est l'institut de formation qui permet la mise en stage, c'est l'IFSI qui trouve les stages, en fait, et l'étudiant est obligé de passer dans toutes les familles de stage. Les familles, c'est soit les soins de courte durée, là où le patient ne reste pas très longtemps, soit les soins de longue durée, des établissements où le patient a une durée de séjour un peu plus longue, les lieux de vie, c'est-à-dire les établissements pour les personnes âgées, ou alors les infirmiers libéraux également, et les services de soins qui sont en santé mentale et en psychiatrie. Donc l'étudiant, pour obtenir son diplôme, doit passer dans toutes ces familles de stage. On a la possibilité à la Croix-Rouge, et la Croix-Rouge aide bien à ça, de pouvoir envoyer les étudiants en stage à l'étranger, également avec le programme Erasmus, ou hors du département de la Charente. C'est possible de faire des stages hors département. Tous les établissements de la Charente, par contre, sont des lieux de stage, donc on conseille fortement d'avoir le permis de conduire pour pouvoir intégrer la formation. Les conditions nécessaires pour pouvoir rentrer en formation infirmière, c'est d'être âgé de 17 ans avant la fin de l'année pendant laquelle vous rentrez en formation. Pour les candidats qui ont un baccalauréat, eh bien, ils s'inscrivent sur Parcoursup et demandent l'Institut de formation en soins infirmiers. Pour les personnes qui sont en reconversion professionnelle, c'est-à-dire qui changent de métier, eh bien, à ce moment-là, il y a encore un concours avec une épreuve écrite et un entretien. Quelques informations pour avoir des informations complémentaires sur cette formation, sur le métier. Il y a les journées portes ouvertes de l'IFSI qui se déroulent samedi, qui arrive, samedi 27 février. Et sur le site de l'IRFS Nouvelle-Aquitaine, de l'Institut régional de formation sanitaire et sociale, vous aurez les liens qui vous permettront d'avoir les visioconférences qui seront organisées dans la journée. Très bien. Donc, nous allons passer ensuite. Donc, alors, est-ce que vous avez éventuellement des questions à poser sur cette formation d'infirmier, infirmière? Si oui, vous pouvez les poser dans le chat. Sinon, on va poursuivre avec le deuxième intervenant.
Pas de questions. On pourra y revenir après. De toute façon, à la fin des interventions, on aura un temps d'échange. On y va. Allez, deuxième intervenant, deuxième intervention, toujours sur les métiers de la santé et du social. Donc, on va parler donc, du métier aide-soignant, donc étant représentatif de l'IFAS du centre hospitalier d'Angoulême. Juste une petite particularité, nos locaux ne sont pas forcément sur le centre hospitalier d'Angoulême, mais sur le campus santé, donc sur la Couronne. Il faut bien savoir quand même que nous sommes vraiment proches du centre hospitalier d'Angoulême et aussi nous en faisons dans tous les cas partie. Donc, première chose, il va falloir que je vous parle des textes législatifs de la fonction, sachant qu'aujourd'hui, je vais vous donner des informations qui vont être plutôt de l'ordre général, puisque, et vous l'avez certainement déjà tous entendu, que les textes et de la formation aide-soignante et de métier aide-soignant est en modification et qu'il risque de sortir courant 2020 et on espère avant l'été. Donc les premiers textes qui aujourd'hui, en lien avec la réglementation du métier, c'est encadré par le Code de la santé publique, l'arrêté du 31 juillet qui est relatif au diplôme d'état infirmier, mais aussi au référentiel d'activité des compétences aide-soignantes, qui est l'annexe 2. Je fais un lien avec le métier d'aide-soignant, d'infirmier. Pourquoi? Parce que justement, la définition du métier aide-soignant dit bien que l'aide-soignant exerce sous l'activité, sous la responsabilité de l'infirmier dans le cadre du rôle propre de ce dernier. Donc, c'est deux métiers très liés. Et un aide-soignant, si je simplifie un petit peu les choses, ne peut pas travailler sans qu'il y ait une infirmière ou un infirmier avec lui. Si on continue dans les définitions du métier, selon l'arrêté du 25 janvier, il dit que c'est pour dispenser, dans le cadre du rôle propre toujours de l'infirmier, en collaboration avec lui et sous sa responsabilité, des soins de prévention, de maintien, de relations d'éducation à la santé pour prévenir, restaurer la continuité de la vie, le bien-être et l'autonomie de la personne. Donc on est sur des thématiques qui sont très importantes en termes de... Juste un petit peu, excusez-moi. En termes de soins de prévention et de maintien et de relations, on n'est pas forcément sur que de l'activité pure, mais on est aussi sur de la prise globale en soins des patients. Alors par rapport à ça, donc, il y a des compétences et des activités qui en découlent. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, il y en a 8. Demain, il y en aura 11, mais je ne peux pas encore forcément vous les donner puisque les textes ne sont pas officiellement sortis. Pour les 8 activités aujourd'hui, ça va être très proche. On va être sur une activité qui va être de dispenser des soins d'hygiène de confort à la personne. Donc, on est là sur des soins de nursing, toilettes, cabine, pédiluve, etc. On est aussi sur une activité qui est dans l'observation de la personne et mesurer ses paramètres vitaux en lien avec son état de santé. Donc, on est dans l'observation, c'est-à-dire que l'aide-soignant est au plus près du patient et par son observation va pouvoir prendre en charge le patient et surtout transmettre à sa collaboration infirmière des informations sur l'état de santé de la personne. Quand on parle de paramètres, c'est aussi des mesures type tension artérielle, température, etc. Ce sont aussi des activités qui sont allouées au métier d'aide-soignant. La troisième activité, on est sur aider l'infirmière dans la réalisation des soins. Je vous en ai parlé un petit peu au tout début, c'est-à-dire que l'aide-soignant est présent auprès du patient, mais ne travaille jamais sans un infirmier. Et cet infirmier a très souvent, dans ses compétences, nécessairement besoin d'une aide. Et c'est souvent l'aide-soignant qui fait ce relais. Et ils travaillent donc ensemble. Quatrième activité, on est assuré l'entretien de l'environnement immédiat de la personne, dans la réfection des lits, etc. Donc, on est vraiment sur l'entretien de l'environnement, du matériel, pour que le patient se soit dans
dans un confort et un bien-être durant son hospitalisation. La 5e activité, on est sur l'entretien du matériel de soins. Vous avez tous vu certainement que dans un hôpital ou dans des services ou dans les EHPAD, vous avez une multitude de matériel. Forcément, il faut l'entretenir. Ça fait partie du travail aide-soignant, bien entendu. La 6e activité, transmettre les observations par oral ou par écrit pour maintenir la continuité des soins. Donc, on est vraiment sur l'échange et la collaboration avec le reste de l'équipe, pluridisciplinaire bien sûr. Et la transmission est importante puisque, comme je vous le disais tout à l'heure, vous êtes aussi dans quelque chose qui est très dans l'observation globale du patient. La 7e activité, on est sur accueillir, informer, accompagner les personnes et leur entourage. On est beaucoup dans l'accompagnement, mais on est aussi dans la relation. Donc, on a une activité qui est forte dans ce domaine-là. Et la 8e activité, qui est d'accueillir et accompagner les stagiaires en formation, qui fait partie, bien sûr, d'une activité à mettre en place dès qu'on est diplômé et soignant, mais qui est important aussi de pouvoir encadrer ses pairs. Alors, si je vous parle maintenant de l'accès à la formation, donc on a 2 formations, une formation complète et une formation partielle. On va commencer par la formation complète, par la sélection. À ce jour, les sélections se font sur dossier et doivent avoir un entretien oral. En regard de la conjoncture actuelle, les entretiens oraux ont été annulés par l'ARS du fait qu'on ne peut pas recevoir le public dans nos instituts pour l'instant. Donc, à ce jour, les dossiers de sélection sont les seuls moyens de pouvoir entrer en formation d'aide-soignant. Alors, aujourd'hui, vous avez des dossiers qui sont accessibles pour une rentrée en septembre. Je vous ai donné le lien sur le site du centre hospitalier d'Angoulême que vous trouvez sous le slide. Les dates limites sont jusqu'au 28 mai. Et voilà, pour une rentrée donc en septembre. La formation partielle, elle est accessible bien sûr par différents métiers qui ne concernent peut-être pas forcément, mais qui sont en lien avec des choses qui sont importantes à connaître. Selon les diplômes que certaines personnes peuvent déjà avoir, vous pouvez rentrer sur une formation partielle, c'est-à-dire que la formation se faisant sur 10 mois aujourd'hui, pour une formation partielle peut être entre 3 ou 5 mois, en fonction du diplôme obtenu. Alors, je voudrais faire un slide express sur les parcours post-bac SAPAT ou ASSP, qui sont des 2 bacs pro qui sont très en lien avec les compétences aides-soignantes, puisque par le biais de ces 2 bacs, vous avez l'opportunité de pouvoir déjà accéder à la formation partielle. Juste pour que vous puissiez avoir l'information, toutes les sélections, que ce soit en complet, en partiel, bac ou SAPAT, ASSP, sont les mêmes sélections, ce n'est qu'un dossier de sélection à remplir. Alors, dans ce dossier de sélection que je vous parle, vous devez impérativement fournir un CV actualisé, bien sûr, en lien avec le métier d'aide-soignant, mais aussi une lettre de motivation qui doit être absolument manuscrite. Tout ce qui va être manuscrit sera refusé. Dans cette lettre de motivation, on attend des motivations, bien sûr, pour suivre la formation, mais aussi une ébauche de projet professionnel. Vous allez avoir aussi un document manuscrit toujours à fournir, soit en lien avec un projet professionnel, soit en lien avec une description d'une situation que vous avez pu vivre en lien avec le métier de soignant, c'est-à-dire vécu soit dans le domaine personnel, privé, soit dans le domaine scolaire, par des stages ou des situations de travail que vous avez pu avoir pendant l'été. Attention, l'orthographe et la syntaxe sont des critères d'évaluation, je tiens à le préciser, puisque les formations, en effet, c'est une formation courte, mais on attend quand même un langage oral et écrit convenable. L'ensemble des bulletins scolaires sont demandés et toutes les appréciations, notes, du stage, des
des enseignements que vous avez pu avoir pendant vos bacs, de manière à pouvoir voir votre niveau scolaire. Attention aussi à bien nous fournir l'ensemble des appréciations de stage quand vous avez des stages, puisque ça aussi, ça fait un office d'évaluation. Pour tous les autres documents, bien sûr, que vous pouvez avoir à remettre, sont à pouvoir associer au dossier de sélection. Ça peut être du bénévolat, ça peut être des appréciations d'employeurs, etc., pour pouvoir appuyer votre demande et votre motivation. Pour les preuves d'entretien oral, je vous en parle, mais aujourd'hui, ça n'existe pas, mais demain, ça pourra peut-être exister. En tous les cas, revenir. C'est une durée de 20 minutes. Ça se fait face à deux jurés, deux personnes, une aide-soignante et une formatrice de l'IFAS. L'organisation de la formation, on a à ce jour, donc c'est une formation en alternance, il y a des semaines d'enseignement théorique et des semaines de stage, exactement comme vous a présenté ma collègue de l'IFSI. On a aussi des stages imposés et un stage qui est en lien avec un projet professionnel qui est construit tout au long de la formation. Les stages sont essentiellement sur la Charente, bordure Charente-Maritime, bordure Dordogne, mais en tous les cas, on demande surtout à ce que les candidats qui rentrent aient leur permis et surtout aussi un véhicule. C'est quand même plus facilitant pour pouvoir suivre la formation. Pour les stages, donc, comme à l'UCI, vous avez des stages qui sont imposés en court séjour, médecine, chirurgie, en moyen ou long séjour, personnes âgées ou handicapées, en santé mentale ou psychiatrie, en secteur extra-hospitalier, type par exemple le domicile ou les EHPAD. Sachez que ces stages sont choisis et trouvés par le centre de formation et c'est en lien avec un parcours antérieur ou des stages que vous pourriez faire, sauf le dernier stage qui sera appuyé de votre choix professionnel futur. Dans ces stages, qu'est-ce que vous allez développer? Essentiellement, des savoirs bien sûr professionnels construits progressivement en lien avec les compétences que vous allez plus ou moins découvrir aussi pendant la théorie. C'est placé sous la responsabilité d'un maître de stage, d'un tuteur de stage et des professionnels de proximité, comme si vous faisiez un petit peu un apprentissage. Et puis un référent pédagogique qui est formateur, bien sûr, à l'Institut de formation qui vous est dédié tout au long de votre formation. Pour les cursus partiels, là, je fais un biais sur les enseignements théoriques et stages, puisque vu que la formation en partiel est beaucoup moins longue, puisque vous avez acquis des compétences par le biais de diplôme ou d'un bac professionnel, le nombre de semaines théoriques et de stages est bien inférieur que celui qui est donné. À ce jour, je ne peux pas encore vous donner exactement comment ça va se passer pour la rentrée de septembre, puisque les dates ne sont toujours pas sorties, mais il existera toujours ces cursus partiels avec des formations plus courtes. Vous avez aussi, par rapport au cursus partiel, la possibilité de pouvoir choisir un cursus complet. La région aujourd'hui est totalement d'accord à pouvoir faire ce choix-là par les candidats, de manière à ne pas pouvoir vous mettre en difficulté, surtout s'il y a eu des dossiers scolaires qui peuvent être un petit peu plus moyens. Parfois, il est important de faire le cursus complet. Alors, si vous choisissez un petit peu le cursus partiel, je pense au bac pro, SAPAT, ASSP, entre autres, il y a des prérequis qui sont importants, mais je pense aussi à d'autres bacs scientifiques, etc. Si vous choisissez ce cursus de venir sur l'école des soignants, les prérequis en anatomie physiologique sont importants, ne les oubliez pas. Les connaissances et les utilisations de vocabulaire professionnel que vous avez pu voir déjà pendant vos enseignements au bac, mais aussi pendant vos stages, c'est des choses qu'il va falloir garder, réutiliser, puisque nous, on va réaborder ça comme si vous étiez déjà un petit peu acquis. L'analyse des situations dans la méthodologie de la participation à la démarche de soins avec Virginie Anderson, entre autres. Le lavage des mains simple et l'utilisation de la solution hydroalcoolique. C'est important aussi, vous l'avez déjà vu sur certains lieux, vous le voyez au quotidien aussi quand vous allez faire vos courses, etc.
C'est des choses qui sont importantes à retenir. En tous les cas, ne le mettez pas de côté. Tous les gestes dans l'accompagnement de la vie quotidienne des résidents ou de la personne pris en charge. Vous avez aussi tous les apprentissages en lien avec l'ergonomie et la manutention. Vous avez aussi le mécanisme de l'infection qui est appris dans les bacs SAPAT à SSP, entre autres, comme l'exposition au sang. Le contenu du dossier de soins informatisé ou pas, intéressez-vous si vous allez en stage bientôt. Les transmissions orales écrites, ciblées, macro-cibles, ça c'est aussi vu par rapport au bac SAPAT à SSP. Vous avez aussi toutes les règles de déontologie et le respect, le secret professionnel qu'il va falloir garder aussi par rapport à ça. L'explication des différents métiers en limite des champs de compétences, c'est-à-dire qu'on a parlé de métier infirmier, mais il y a d'autres métiers aussi qui sont en lien avec le métier d'aide-soignant. Vous avez des médecins, vous avez des ergothérapeutes, des psychologues, des kinés, des assistantes sociales, etc. etc. Il y a aussi l'équipe de soins avec les différentes responsabilités de tous les acteurs et puis les droits du travail, l'organisation du travail, qui est bien sûr sur plein d'autres métiers, mais qui c'est aussi à ne pas négliger dans vos prérequis. Juste un petit flash sur nos spécialités et nos formations. Donc, on propose, nous, en termes de spécialité, 2 rentrées par an pour l'école d'aide-soignants. Nous avons deux sélections par an et 2 promotions par an. Une promotion qui rentre sur janvier à 60 places et une promotion qui rentre sur septembre à 60 places également, ce qui nous fait quand même une ouverture de places de 120 par année. Donc, 2 possibilités aussi de pouvoir faire ces études-là. Nous faisons aussi une préparation à la sélection pour les accompagnements au dossier de sélection. C'est sur 3 jours. On essaie de vous aider donc, à construire ce dossier. On ne le fait pas à la place d'eux, bien sûr, mais on aide et on donne quelques conseils en termes de projets professionnels, de lettres de motivation, de CV, etc., etc. Et on a aussi des règles en français qui sont données par un professeur de français qui nous accompagne dans cette session de formation. Là aussi, vous retrouvez toutes les informations en lien sur le site du centre hospitalier d'Angoulême dans l'onglet Formation EFAS. Je vous mets en dernier lieu le numéro de téléphone, n'hésitez pas à nous contacter. Le secrétariat est ouvert de 8h à 17h tous les jours. Et vous avez aussi notre adresse mail sur ifas.chat@ch-angoulême.fr qui vous permettra aussi de communiquer avec l'équipe pédagogique et l'équipe administrative. Je vous remercie. Merci. Alors, on va prendre il y a eu 2 petites questions pendant cette intervention, questions qui vont se rejoindre. Donc, est-ce qu'il y a des sélections en fonction des moyennes générales? Et si oui, est-ce qu'il y a un minimum en termes de moyenne générale? Alors, sachez que pour être dans le dossier de sélection, on va voir l'ensemble du dossier. Ce n'est pas forcément que les notes ou que les appréciations. Ce qui est important pour nous, c'est la régularité du travail, c'est la motivation. Ce n'est pas parce que vous avez 10 que vous n'avez aucune compétence et aucune motivation. Ce n'est pas parce que vous avez 18 que vous êtes plus motivé qu'un autre. Ce n'est pas forcément ça. Ce qu'on va regarder vraiment, c'est l'assiduité, la régularité, les appréciations dans le fait de votre participation, mais aussi on va regarder les absences, c'est-à-dire s'il y a trop d'absences sur des lycées, enfin, sur des bacs, première, seconde, etc. Pour nous, c'est inconvenable et inconcevable de pouvoir le faire en IFAS. En IFAS, vous avez très peu de possibilités d'absence, donc c'est important à un moment donné que tout soit mis en exergue. Mais ce n'est pas vraiment que les notes. J'espère avoir répondu à la question. J'espère aussi. On va passer à la 3e intervention ce matin. Donc, je donne la parole à Monsieur Touilleras. Je lance donc le téléphone.
Donc, bonjour, moi je vais vous parler du métier d'ambulancier. Donc je vais être peut-être un petit peu moins complet que mes collègues parce qu'elles auraient été très dans le détail. Pourquoi moins complet? Parce que le métier d'ambulancier, la condition sine qua non pour l'exercer, c'est avoir son permis et avoir à l'heure actuelle, puisque nous aussi on est en pleine réforme du référentiel de compétences, avoir 3 ans de permis ou alors 2 ans si vous avez fait la conduite accompagnée. Donc, je vous encourage à faire la conduite accompagnée si vous voulez devenir ambulancier rapidement. Donc, ambulancier, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas simplement conduire un véhicule, puisque vous le verrez si vous exercez ce métier, le métier d'ambulancier. L'ambulancier est là pour surveiller le patient à l'arrière du véhicule et c'est vraiment le premier maillon, un des premiers maillons de la chaîne des secours, puisque c'est la première personne, après le médecin bien entendu, qui va voir le patient. Donc, qu'est-ce qu'il fait l'ambulancier? Il intervient en urgence ou alors sur rendez-vous pour des soins programmés, hein, pour les gens qui vont passer des radios, pour les gens qui vont faire un traitement pour leur maladie, ou alors pour les emmener en dialyse pour leurs problèmes rénaux. Il assure la prise en charge et le transport du patient au moyen d'un véhicule qui est spécialement adapté avec du matériel spécifique. Alors, il prend en charge les personnes blessées, malades ou parturientes. Alors, parturientes, ce sont les femmes enceintes. Donc, qu'est-ce qu'il fait, l'ambulancier? Il veille à la stabilité de l'état de santé du patient et à son confort pendant toute la prise en charge. Donc, ce qui implique de le surveiller au moyen d'appareils spécifiques et de le conduire à sa destination en sécurité, bien entendu. Il peut être amené à travailler la nuit, le week-end et les jours fériés. Alors ça, c'est un des inconvénients, comme les métiers précédents. Au niveau des horaires de travail, vous pouvez avoir des amplitudes horaires qui sont larges, mais bien entendu dans le respect de la durée légale du travail. Vous travaillez aussi bien la nuit, le week-end que les jours fériés. Et ils doivent posséder des connaissances solides, hein, aussi bien en anatomie ou en physiologie, mais aussi maîtriser l'utilisation des appareils d'assistance médicale afin de pouvoir dispenser les soins nécessaires. Il est le premier maillon de la chaîne des soins, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc, ces qualités, alors, il faut être bon conducteur. Il ne conduit pas toujours, puisqu'vous n'êtes jamais tout seul quand vous conduisez une ambulance, hein, parce que quand vous avez le patient à bord, il en faut un derrière et un qui conduit. Et il doit être rapide dans le respect des règles de sécurité. Hein, on n'est plus au temps où on grille les feux rouges, où on grille les priorités. Il n'y a vraiment que des véhicules spéciaux qui peuvent faire ça, notamment les véhicules du SMUR. Mais bien entendu, c'est emmener emmener le patient en sécurité. Il doit être prudent, il doit avoir une bonne résistance physique. Pourquoi? Parce que il faut pouvoir prendre en charge le patient, donc il faut le soulever, le mettre sur le brancard. Donc il faut avoir une bonne résistance physique, nerveuse aussi, parce que quand vous êtes sur une intervention d'urgence, il peut y avoir des situations qui peuvent vous choquer. Il y a aussi des maladies, malheureusement, il faut pouvoir supporter l'évolution de l'état de santé d'un patient. Donc il faut avoir une bonne résistance nerveuse. Et le métier peut s'avérer parfois éprouvant. Il faut être disponible, à l'écoute des patients et de leur famille. Être réactif, faire preuve de sang-froid et d'adaptabilité afin de gérer tous les types de situations. Parce que des fois, vous allez sur une situation où tout va bien et d'un seul coup, rien ne va plus. Et donc là, il faut prendre les décisions rapides, de même que les métiers de mes collègues, hein, que ce soit aide-soignant ou infirmière. Mais autant infirmier, aide-soignant, vous êtes à l'intérieur d'une structure, là, vous êtes au domicile du patient, et là, parfois, ça peut être un peu plus difficile. Il faut avoir le sens du contact et du réconfort. Bien entendu, la communication est un des critères très importants pour exercer ce métier. Donc, il exerce où? Il exerce dans le secteur privé, au sein d'entreprises de transport sanitaire. Vous voyez les ambulances avec marqué le nom de l'entreprise. Il peut exercer dans le secteur public au sein d'un établissement de santé, dans le cadre du SMUR, par exemple, du service mobile d'urgence et de réanimation, ou du SAMU. Nous avons des ambulanciers. Et c'est un métier
qui est sous tension, parce qu'on n'a pas beaucoup de candidats pour exercer ce métier. Il y a beaucoup de demandes de recrutement. Et si vous êtes ambulancier diplômé d'État, c'est l'assurance d'avoir un emploi à 100%. Alors, c'est un métier qui évolue, puisque vous pouvez faire du transport sanitaire pédiatrique, vous pouvez devenir ambulancier SMUR, vous pouvez être aussi régulateur d'une structure de transport sanitaire. Donc là, c'est vous restez au bureau et là, vous organisez un petit peu toutes les missions du transporteur. Vous pouvez être aussi chef d'entreprise en libéral. Et vous avez des passerelles vers l'assistant de régulation médicale. Alors ça, c'est un métier qui est en devenir. Je ne vous en parle pas aujourd'hui, mais c'est un métier post-bac qui est juste, comment dire, formalisé. Donc, c'est un diplôme d'assistant de régulation médicale qui vous permet de travailler en SAMU, c'est-à-dire que quand vous appelez le 15, c'est la personne qui vous répond, c'est toujours un assistant de régulation médicale. Ce n'est pas un simple standardiste qui vous répond, c'est quelqu'un qui analyse la situation et qui va envoyer la conversation vers un médecin régulateur qui, lui, va prendre la décision de vous envoyer une ambulance, de vous envoyer un médecin, etc. etc. Donc, c'est un métier qui est en devenir et qui est juste légiféré, puisqu'il y a une école d'assistants de régulation médicale sur Poitiers, mais il n'y en a pas énormément sur toute la France. Vous avez des passerelles vers différents métiers, bien entendu, vers une passerelle vers le métier d'aide-soignant, où là, vous pouvez suivre la formation en étant dispensé de quelques modules. Alors, la formation, c'est actuellement, parce qu'on est en pleine réforme, nous aussi, notre référentiel de compétences va changer. Elle dure 4 mois et demi, avec 630 heures de formation théorique et pratique, qui sont réparties avec 455 heures d'enseignement en institut de formation, où vous alternez à la fois les cours théoriques et les mises en situation, et 175 heures de stage. Il y a 2 sessions par an, de septembre à janvier et de février à juin. C'est une formation qui va évoluer, et je pense que quand vous aurez votre permis, parce que je vois qu'il y a beaucoup de public de collège, je pense que quand vous aurez 2 ans de permis, la formation sera à 8 ou 10 mois. Voilà. Donc, les conditions d'accès, comme je vous le disais, c'est être titulaire du permis B depuis plus de 3 ans, ou 2 ans si vous faites la conduite accompagnée, et être reçu au concours d'entrée. Alors, le concours d'entrée, avant la crise sanitaire, il fallait faire un stage en entreprise de 170 heures, puis ensuite passer un écrit, et ensuite un oral, et ensuite vous étiez reçu. Maintenant, c'est beaucoup plus simple, puisque les 170 heures en entreprise, on ne les fait plus, et on fait une admission uniquement sur dossier. Alors, moi aussi, j'insiste, l'admission sur dossier, l'orthographe et la syntaxe, c'est primordial, parce que moi, recevoir un dossier avec plein de fautes d'orthographe, vous êtes pénalisé d'emblée. Donc, faites un effort sur l'orthographe. Parce que, en fait, quand on lit les dossiers, plus le dossier, moins il y a de fautes dans votre dossier, et plus il est lisible. Déjà, quand on a une écriture qui est déliée, sans faute, etc., là, c'est plus agréable à lire et ça nous encourage à le lire jusqu'au bout. Et donc, si vous avez moins de 30 ans, vous avez la possibilité de faire la formation par apprentissage, c'est-à-dire que vous êtes à la fois à l'école et à la fois chez un employeur. Donc, la formation, au lieu de durer une session, c'est-à-dire 4 mois et demi, elle dure sur une année, sur deux sessions. Voilà, vous pouvez aussi faire une formation par alternance et c'est extrêmement bénéfique parce que on a beaucoup de personnes qui sont en reconversion professionnelle et c'est vrai que d'avoir une formation sur presque 1 an, ça permet d'intégrer les connaissances plus facilement. Donc, on réalise cette formation dans notre nouvel outil. Hein, c'est un centre d'enseignement en santé qui se situe sur le centre hospitalier d'Angoulême. Donc, il y a 3 structures au centre hospitalier d'Angoulême dans ce centre d'enseignement en santé. L'école d'ambulancier, l'Institut de formation d'ambulancier, le centre d'enseignement des soins d'urgence et le centre de simulation en santé. Pour plus de renseignements, vous vous connectez sur le lien qui vous est indiqué sur le slide.
et vous aurez tous les renseignements sur la formation d'ambulancier. Voilà pour moi. Merci beaucoup. Alors, je vois qu'il y a une petite question. Est-ce que vous savez quelle filière choisir après la troisième pour devenir pompier? Alors, la filière pour devenir pompier, je pense que c'est déjà... moi, je ne connais pas. Moi, je ne suis pas pompier. Parce que les pompiers sont rouges, nous, on est blancs. Non, c'est une plaisanterie. Hein. Mais je pense qu'il y a il faut s'adresser au centre de secours de l'UNES où vous pouvez être sapeur-pompier, jeune sapeur-pompier, puis eux vous indiqueront les filières pour devenir pompier professionnel, etc. Là, moi, il n'y a pas vraiment de filière à choisir, hein, mais je pense qu'il faut avoir une bonne condition physique. Ça, c'est la condition sine qua non. Parce que pour rentrer... Et faire l'école des jeunes pompiers, et l'école des jeunes vous pouvez faire à partir de 15 ans. 15-16 ans. 15 ans. Ouais. Alors, puis peut-être aussi, en tant qu'ancien militaire, on en reparlera peut-être un peu après, mais il faut aussi se dire que pompier, c'est un petit peu générique. C'est qu'est-ce qu'on veut faire aussi chez les pompiers. Chez les pompiers, il y a des infirmiers. Chez les pompiers, il y a des gens qui sont officiers, d'autres qui sont professionnels d'autre part. Voilà, il faut savoir qu'est-ce qu'on veut faire aussi chez les pompiers. Et ça va conditionner aussi le cursus qui sera choisi. Voilà. Et donc, pour demain, de 15h à 16h30, il y aura une intervention avec le capitaine Christophe Rayet sur devenir sapeur-pompier. Donc, en fait, si vous voulez plus d'informations sur les pompiers, je pense que demain, 15h, 16h30, pour ces informations-là. Voilà. C'est bien. Ah ben c'est parfait. Comme ça, il répondra à toutes vos questions. Voilà, et il aura vraiment des réponses à apporter à votre question, puisque c'est le spécialiste de tout ça. Donc voilà. On va passer donc à cette dernière intervention, Monsieur Denis. Hop. Donc on va lancer le diaporama. C'est parti. Donc, moi, la différence un petit peu de mes collègues, et c'est pour ça que je suis situé en 4e position, je ne suis pas donc, sur un institut de formation. Par contre, aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de ce que c'est qu'une crèche familiale. Et je pense que ce qui peut être intéressant, et on finira par ça, c'est de savoir les métiers qui peuvent être présents au sein d'une crèche, et plus particulièrement la nôtre, à savoir donc la crèche familiale. La crèche familiale est située sur l'hôpital d'Angoulême. Elle est au profit du personnel hospitalier de l'hôpital d'Angoulême, de l'hôpital de La Rochefoucauld, du centre hospitalier de Camille Claudel. Et dans quelques temps, on l'espère, on a un projet pour pouvoir ouvrir des places pour aussi les autres hôpitaux charentais, type Ruffec, Barbezieux, Confolard, Châteauneuf. Voilà. Sur notre structure, donc, on a 60 places qui sont proposées. 60 places. Donc, il y a moi qui suis puériculteur, qui suis directeur de la structure et qui suis à temps plein. On a une éducatrice de jeunes enfants qui peut-être nous rejoindra un peu plus tard pour parler de son métier d'éducatrice, et qui, elle n'est pas à temps plein, elle est à 70%. Et aujourd'hui, on a 14 assistantes maternelles. On a 70% des places qui sont réservées, donc, comme je disais tout à l'heure, au personnel hospitalier, mais on a 30% pour accueillir du public qui n'aurait pas nécessairement un lien avec l'hôpital. Voilà. Et comme je disais, on a aussi un projet d'extension sur ce qu'on appelle le GHT, qui est le groupement hospitalier territorial. Donc, c'est les hôpitaux périphériques sur la Charente. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On accueille des enfants au domicile des assistantes maternelles. Ça, c'est la spécificité d'une crèche familiale. C'est que ce sont des assistantes maternelles qui accueillent les enfants chez elles et qui sont salariées de l'hôpital. Voilà. Elles accueillent entre 2 et 4 enfants. Elles commencent généralement avec 2 agréments, avec la possibilité d'en accueillir 2. Et c'est le département qui est en contact avec moi, va pouvoir valider le fait qu'elles en accueillent davantage au fur et à mesure, elles vont acquérir de l'expérience. Donc, on a la gestion de l'équipe et l'accompagnement du personnel, ça c'est plutôt moi qui m'en occupe. L'observation et le développement des enfants qui sont accueillis au sein de la structure, ça c'est fait par moi et par l'éducatrice de jeunes enfants, puisqu'on rend visite aux assistantes maternelles très régulièrement, chaque semaine, ou tous les 10 jours, tous les 15 jours maximum. Moi, des fois, je suis un peu plus en difficulté pour le faire aussi régulièrement que l'éducatrice, mais voilà, c'est très régulier.
Ensuite, nous, on a pour mission, au sein de cet accueil, de se faire le relais, si besoin, auprès du pédiatre de ville, du pédiatre de la famille, ou même du pédiatre de l'hôpital, puisqu'on a un pédiatre qui est référent sur la structure, le docteur Cusy. Et si besoin aussi, parce que malheureusement ça arrive, on a parfois des situations sociales qui nécessitent qu'on interpelle nos collègues de la PMI. La PMI, c'est la protection maternelle infantile, et qui est gérée par le département. Lorsqu'on a, par exemple, on ne peut parler que de ça parce que c'est quelque chose qui nous parle à tous, mais des cas de suspicion éventuellement de maltraitance, voilà, de négligence des enfants dans leur famille. Voilà, on travaille en collaboration avec ces organismes. On a donc les enfants qui sont accueillis chez les assistantes maternelles et on organise très régulièrement des temps de regroupement au sein de la structure, donc sur l'hôpital, ou bien sur l'extérieur. On peut, aujourd'hui avec la crise sanitaire, on s'est un petit peu adapté et on multiplie les promenades à l'extérieur, on va sur par exemple les parcs de Fresneuil, Saint-Thierry-Aix et autres, on se regroupe, mais à l'air libre. Voilà. Là, ce matin, on avait un temps de regroupement, c'est pour ça que l'éducatrice n'est pas là, sur la crèche, avec l'intervention d'une médiathèque, avec qui on est un peu en partenariat, on en parlera un peu plus tard. Mais du coup, on réduit les effectifs. Là, on va passer quelques diapos. Moi, je n'emploie pas habituellement le mot de slide. On va passer quelques diapos. Vous verrez un peu les locaux de la crèche. Donc là, vous avez Camille Moreau qui est l'éducatrice. En général, on finit les temps d'accueil par des petits temps un peu plus calmes de lecture et autres. Camille, elle joue de la flûte aussi, alors souvent, elle joue des morceaux. Voilà, on a des ateliers avec les enfants, avec le mobilier, bien sûr, petite enfance. Voilà, alors là, c'est ce qu'on appelle l'activité libre, c'est-à-dire que dans le milieu de la petite enfance, aujourd'hui, on est beaucoup sur l'activité libre. C'est-à-dire qu'on propose des choses aux enfants, des activités, mais on n'est pas nécessairement dans l'attente absolument d'un résultat. Et voilà, il n'y a pas d'objectif particulier à obtenir. L'enfant, s'il veut, investit l'activité, s'il veut, il peut passer à autre chose et demander à faire autre chose. Voilà, on est beaucoup là-dedans. La motricité, voilà, on a une salle avec des modules de motricité qui est à notre disposition. On est une vieille structure dans le cadre du projet d'extension sur les propositions aux autres hôpitaux de place pour accueillir les enfants. Il y a des projets qui sont actuellement en étude, mais malgré tout, même si on est une vieille structure, on a de quoi faire un travail satisfaisant avec notamment cette salle de motricité que les enfants apprécient particulièrement. Voilà, on a des toboggans, des modules. Dans l'année, on a des temps forts sur la crèche. On se regroupe, par exemple, on organise une chasse aux œufs. Alors on en parlera après, on a un partenariat avec la maison de retraite. On intègre dans tout ce qu'on fait au maximum les personnes âgées. Là encore, avec la crise sanitaire, c'est un peu plus compliqué, mais voilà, on a une chasse aux œufs. Les personnes âgées cachent les œufs en amont un peu partout sur des parcs qu'on a au sein de l'hôpital. Et puis, dans un second temps, les enfants viennent chercher les œufs. On fait ça mars-avril habituellement. Donc là, cette année, partie, voilà, c'est pas possible, mais c'est toujours intéressant de voir les petits côtoyer les personnes âgées. Parce que mine de rien, les personnes âgées, ça leur fait travailler leur propre motricité, puisqu'il faut cacher les œufs, il faut aider les enfants à les ramasser. Voilà, il faut se souvenir d'où est-ce qu'on les a mis. C'est intéressant. On a une fête de fin d'année au mois de juin où on en profite pour dire au revoir aux plus grands qui vont nous quitter, qui vont aller à l'école. Cette fête de fin d'année, c'est l'occasion pour les assistantes maternelles, par exemple, de préparer des petites choses en cuisine avec les enfants. Voilà, avec des pains de mie, du pain de mie, des olives et puis des petites tomates cerises. On arrive à faire des petites coccinettes, des choses comme ça avec les enfants. C'est toujours très sympathique. Les assistantes maternelles viennent avec les enfants. Si elles ont elles-mêmes des enfants en bas âge, elles viennent aussi avec leurs propres enfants. Les parents viennent, les frères et sœurs des petits qu'on accueille viennent aussi. Parfois, on les a eux-mêmes accueillis avant. Enfin, voilà, c'est vraiment une ambiance conviviale et familiale. Et c'est toujours intéressant ces moments d'échange avec les familles. Voilà, donc la fête de fin d'année, on avait organisé un spectacle. Alors soit les assistantes maternelles elles-mêmes proposent un spectacle, c'est ce qui est quasiment tout le temps le cas, et parfois on fait venir aussi des petites compagnies. Là c'était chouette parce qu'en plus on avait baptisé la crèche aussi. Enfin, voilà, c'était pas mal comme petite fête, il y avait pas mal de monde. On
a aussi une fête de Noël. Donc là, c'était dans les locaux de la maison de retraite à l'hôpital. Les personnes que vous voyez debout sur le fond, c'est les assistantes maternelles. Voilà, c'est un spectacle sur la moufle du Père Noël, c'était bien. Voilà, avec bien sûr le vrai Père Noël, hein, pas la copie qu'on voit au champ. Nous, c'est le vrai Père Noël. Il y avait aussi, on avait fait un partenariat avec la mutuelle hospitalière et chaque enfant a pu, avec ses parents, prendre une photo avec le Père Noël. Et on avait le développement instantané de la photo, donc ils repartaient avec un souvenir sympa. Voilà, nous, sur la crèche, on a un fonctionnement où en fait, on propose aux familles un tarif social adapté aux ressources des gens et à la composition du foyer. Donc, c'est un choix fort qui est fait par l'hôpital, hein, de pouvoir proposer ça à son personnel. Ce n'est pas du tout une obligation. Un hôpital doit avoir un service de chirurgie, de médecine. Il n'est pas obligé d'avoir une crèche et de la proposer à son personnel. Nous, en l'occurrence, ce choix est fait. Et en plus, de pouvoir proposer un tarif social. Ça veut dire que l'hôpital, chaque fin d'année, participe au bon fonctionnement de la crèche en mettant la main au porte-monnaie. Donc, c'est vrai que c'est une vraie chance de pouvoir bénéficier de ce service-là. Et on n'a pas des moyens surdimensionnés, mais on arrive à organiser des petites fêtes, on arrive à proposer des cadeaux aux enfants pour la fête de Noël. On prend les bouquins qu'on reçoit toute l'année parce qu'on a des abonnements à des petits magazines pour enfants et tout. Mais on prend les anciens numéros qui sont encore en très bon état, on les empaquette, on met un petit Père Noël au chocolat avec, et voilà, symboliquement. On a des sorties tout au long de l'année, donc on va sur des parcs où vous pouvez y aller, c'est des photos comme ça. Voilà, on se promène avec les assistantes maternelles, les enfants. Voilà. Ça c'était à Fréveneuil. Voilà. On a des partenariats, je vous en parlais donc avec la maison de retraite notamment. Alors à chaque fois qu'on prépare les salles pour la fête de Noël, eh bien, les personnes âgées nous aident à décorer le sapin. Et c'est là où vous voyez par exemple une aide kiné qui va aller voir une personne âgée pour lui demander si elle veut aller décorer le sapin et qui va lui dire non. Et puis 2 minutes après, un enfant qui va tendre des décorations de Noël à la personne âgée, elle va se lever et elle va aller décorer le sapin. Quoi. Voilà. Donc ouais, on assiste à des échanges, on a des correspondances avec les personnes âgées, les petits envoient des dessins, c'est chouette, c'est vraiment bien. On a un partenariat avec différentes médiathèques, comme je vous disais, où on peut se rendre régulièrement avec les assistantes maternelles et les enfants. Voilà, ça c'est la médiathèque de ma campagne. Voilà, ça. Ouais. Voilà. On propose des formations aux assistantes maternelles parce que forcément, c'est un métier qui demande, comme les métiers qui ont été évoqués avant, une formation continue. Donc là, par exemple, c'était une formation sur la gestion des émotions chez les enfants âgés de moins de 3 ans. C'est un exemple. Hein, on travaille aussi avec le CESU, avec Didier, sur le recyclage des gestes de secours des assistantes maternelles. Voilà. On a une formation aussi sur les conduites à tenir en cas d'incendie ou de début d'incendie chez elles ou ailleurs avec les enfants. Ah, puis c'est toujours l'occasion après de se retrouver pour un petit temps convivial avec elles. Donc voilà, là, vous pouvez y aller. Voilà. Là, c'était une petite présentation de la crèche familiale. Et maintenant, on va rentrer un petit peu, peut-être pas autant dans le détail que mes collègues, mais sur les métiers au sein de la crèche. Alors, on a évoqué tout à l'heure le métier d'infirmier. Moi, je suis puériculteur. C'est une des spécialisations qui est proposée aux infirmiers. Hein. Quand vous êtes infirmier diplômé d'État, vous pouvez faire le choix de devenir cadre de santé, de devenir infirmier de bloc opératoire, ou de devenir puériculteur ou puéricultrice. Donc c'est une des spécialités. Le métier de puériculteur, c'est relativement rare, et j'en profite pour en parler ici. C'est un métier qui est très féminisé. Mais voilà, je m'adresse à tous les jeunes qui sont en face de nous. Il n'y a pas de métier réservé. On a parlé tout à l'heure des pompiers. Il y a des jeunes femmes chez les pompiers. Et bien, chez les puéricultrices, il y a aussi des puériculteurs. Donc, il ne faut pas hésiter. Cet après-midi, on reçoit un entretien, un candidat assistant maternel. Voilà. Donc, il n'y a pas de raison. Vous êtes un garçon, vous avez un attrait particulier pour le milieu de la petite enfance. Il ne faut pas hésiter. Moi j'ai été infirmier militaire à un moment donné pendant 10 ans. Et aujourd'hui, je suis puériculteur. Voilà. Tout est possible. Il n'y a pas de limite. On est sur des métiers où il y a un cadre d'exercice qui est
qui est riche. Vous l'avez entendu, hein, le métier d'aide-soignant, d'infirmier peut se faire dans plein d'endroits différents. Puriculteur ou puricultrice, c'est pareil. Alors la sélection, il faut être titulaire du diplôme d'état d'infirmier ou bien titulaire du diplôme de sage-femme et réussir les épreuves de sélection. Alors les épreuves de sélection elles sont à 2 niveaux. Vous avez d'abord un écrit constitué d'une épreuve QCM associée à 10 questions avec des réponses ouvertes, voilà, qui sont sur les connaissances en matière de santé. Alors je ne vous cache pas, hein, il y a beaucoup forcément de choses qui sont en lien avec le métier d'infirmier, ça paraît cohérent. Et vous avez aussi un test psychotechnique qui est associé. Voilà. Alors, il y a effectivement, je n'ai pas mis le détail là, mais une note minimale en dessous de laquelle vous ne serez de toute façon pas reçu. Mais j'ai envie de vous dire, c'est une sélection, c'est un concours qui est sélectif, comme j'ai dit juste avant. Donc, ça ne vaut même pas le coup de parler de notes. Il faut être dans les meilleurs, en fait. Si vous êtes sur une session où vous êtes avec des gens qui ne sont pas trop bons, mais vous pouvez espérer être pris, je vais dire n'importe quoi, avec un 14 à ces épreuves écrites. Et si vous êtes sur une session où il y a un gros niveau, il faudra peut-être avoir 18 aux mêmes questions pour pouvoir espérer aller à l'oral. Voilà, c'est sélectif. Donc ça, c'était l'écrit. Après, vous avez une admission orale, où là, vous serez sur un entretien d'une dizaine de minutes sur une situation en rapport avec l'exercice infirmier. Bon. Il faut quand même savoir que souvent, ces épreuves d'admission orale, ça reste un prétexte à l'échange. Voilà. C'est une petite parenthèse que j'ai avec vous ici aujourd'hui. Quand vous êtes sur une épreuve de sélection, il ne faut pas s'imaginer que la personne qui est en face de vous est là pour vous coincer, pas du tout. Elle est là pour vous jauger et faire le tour un petit peu de votre personnalité. Tout à l'heure, la collègue parlait effectivement des critères de notes. C'est évident que c'est pris en compte. Mais je la rejoins complètement. Les métiers de la santé, il faut vraiment avoir, on dit souvent que c'est des métiers qu'on ne choisit pas par hasard, je suis complètement d'accord avec ça, c'est vouloir être utile aux autres, c'est pas donné à tout le monde, et à travers différentes questions, on va pouvoir jauger et évaluer ça. Voilà. Donc voilà, vous avez un oral de 10 minutes sur une question qui sera en lien avec le métier d'infirmier ou la santé. Et ce sera à vous de montrer toute la motivation qui est la vôtre pour aller vers ces métiers-là. Dire qu'on choisit le métier de puricultrice ou le métier d'éducatrice de jeunes enfants ou le métier d'auxiliaire de puriculture ou le métier d'assistante maternelle parce qu'on aime les enfants, ça ne suffit pas. On est d'accord, quand on choisit de travailler auprès des enfants, c'est qu'on a une affection particulière pour eux, mais ça ne suffit pas parce que aujourd'hui, moi, par exemple, je ne peux pas m'empêcher quand je vois un enfant, j'ai effectivement beaucoup d'attachement aux enfants, je suis sensible à ça, mais j'ai un regard toujours professionnel. C'est un peu dommage, mais j'évalue cet enfant, je me dis comment il va, où est-ce qu'il en est. Voilà. Ça ne suffit pas de dire qu'on aime les enfants, et c'est pour ça qu'on veut travailler avec eux. La formation, alors c'est pareil, je ne suis pas rentré dans le détail absolument, hein, vous avez sur Internet plein de liens qui vous permettront de savoir ce qu'il en est exactement. Vous avez 39 instituts de formation en France, vous en avez un notamment à Bordeaux, celui où j'ai moi-même suivi ma formation, vous en avez un sur Toulouse aussi. C'est une année qui est dense, alors moi j'ai dit une année parce que je vous ai mis juste en dessous, c'est 1500 heures, et qu'on pouvait possiblement répartir ça sur 12, 24 ou 27 mois. Alors, ça dépend si vous y accédez tout de suite après l'école d'infirmier, ça dépend si vous y accédez après une formation, la possibilité d'avoir une évolution de carrière en interne, vous êtes déjà salarié d'un hôpital et tout ça. Bon, vous rentrerez dans les détails si la situation se présente. Dans tous les cas, si vous entrez en école de puriculteur ou puricultrice après votre obtention de diplôme d'état d'infirmier, vous partirez pour une formation de 12 mois. C'est dense, c'est riche, c'est super. Ça fait 1500 heures en tout. Le détail par rapport aux heures de stage, c'est une petite idée quand même. Vous avez 650 heures d'enseignement théorique. Donc là, vous êtes en présence à l'école. Et vous avez 710 heures de stage. Voilà. Et 140 heures pour tout ce qui est travail personnel, mémoire notamment. Un peu à l'image de ce qui a été dit avant, on ne va pas faire dans l'original, mais là aussi, le diplôme de puriculteur ou de puricultrice est en étude depuis quelques années. Aujourd'hui, on est sur une reconnaissance à Bac+4,
mais ça fait déjà un petit moment où des discussions sont en cours pour le faire passer en master avec le Bac+5. Voilà. Je vous ai mis un titre indicatif parce que c'est des choses qu'il faut quand même avoir un petit peu en tête. On est sur une échelle de rémunération entre 1 900 € en début de carrière et 3 000 € en fin de carrière. Ça, c'est votre cadre d'emploi et la fonction publique hospitalière. Le cadre d'emploi, on l'a un petit peu évoqué, mais quand vous êtes puériculteur ou puéricultrice, vous pouvez travailler dans différents lieux. Donc, vous pouvez travailler dans les maternités. Donc là, vous serez en collaboration, vous travaillerez en collaboration avec les sages-femmes, avec les pédiatres, et vous serez à l'origine d'un tas de conseils qui peuvent être donnés aux jeunes mamans sur les soins à prodiguer pour leur enfant, autour de l'allaitement, et puis aussi des infos sur le développement psycho-affectif de l'enfant. Vous avez un rôle prépondérant dans la mesure où aujourd'hui, les contraintes étant ce qu'elles sont, les séjours hospitaliers sont de plus en plus courts. Et c'est vrai que pour avoir travaillé en hospitalisation à domicile notamment, et avoir fait des retours de maman à domicile, il y a beaucoup de choses qui sont dites rapidement dans les services, dans les maternités, voire peut-être des fois pas dit du tout. Et du coup, c'est toujours intéressant d'amener un tas de conseils à ces jeunes mamans pour faire en sorte que l'enfant et sa famille soient au mieux chez eux après le retour à la maison, pour éviter même parfois des retours en hospitalisation. Là, j'évoquais par exemple l'allaitement. Il y a énormément de conseils à donner pour qu'un allaitement soit réussi. Et comme je le disais juste avant, les séjours étant très courts à l'hôpital, tout ce qui peut être donné comme conseil dans les retours à domicile, c'est intéressant. On en parlera après, mais quand vous travaillez en PMI, en Charente, on a cette spécificité que chaque primipare, ça veut dire chaque maman qui a son premier enfant, a une mise à disposition d'une collègue puéricultrice de la PMI. Ça veut dire qu'elle peut recevoir chez elle, si elle le souhaite, la visite d'une puéricultrice dès qu'elle rentrera à son domicile. Voilà. Donc là, il y a plein de conseils qui sont donnés. Donc vous pouvez être puéricultrice dans les services de pédiatrie aussi. Alors vous avez ce qu'on appelle les services de pédiatrie généraux, comme par exemple sur le centre hospitalier d'Angoulême, où là, vous avez un peu toutes les situations d'enfants qui nécessitent des soins, ou alors vous avez des services qui sont plus spécialisés. Alors là, par exemple, un des hôpitaux de recours ici, c'est Bordeaux, par exemple. Bordeaux, vous avez ce qu'on appelle l'hôpital des enfants, sur lequel moi j'ai fait pas mal de stages, et qui est rattaché à l'hôpital Pellegrin, où là, vous avez tout un hôpital, en fait, où vous avez tous les services de pédiatrie qui sont regroupés. Vous avez un service d'oncologie pour tout ce qui est cancérologie, vous avez un service de neurologie, voilà. Il n'y a que le service de cardiologie qui est sur Olévêque. Mais voilà, vous pouvez travailler soit dans un service où il y a tous les soins, comme à l'hôpital d'Angoulême, soit dans des services spécialisés. Vous pouvez ensuite être en relation. Donc oui, quand vous serez dans ces services-là, vous prodiguez les soins aux enfants malades, et vous êtes là aussi en relation avec les familles. Et au même titre qu'un infirmier va faire les soins aux malades, là, vous serez un infirmier spécialisé dans les soins portés aux enfants. Donc c'est vous qui ferez en tant que puéricultrice ou puériculteur les pansements, les postes de perfusion, la distribution des médicaments aux enfants, etc., etc. Vous pouvez être donc aussi puériculteur ou puéricultrice en PMI ou en crèche. Donc là, l'infirmier diplômé d'État puériculteur jouera un rôle de prévention et de protection auprès des familles. Quand on est directeur d'une crèche, comme je disais tout à l'heure, il ne s'agit pas simplement d'accueillir les enfants, il s'agit aussi parfois de rassurer par exemple une jeune maman qui vous appelle et qui se retrouve confrontée un petit peu à la jungle des modes d'accueil existants et qui se rend vite compte qu'il n'y a pas de place, elle ne sait pas à qui s'adresser, elle ne sait pas comment ça fonctionne. Voilà, donc vous êtes beaucoup en contact avec les familles. Et puis la gestion des équipes. Vous gérez, quand vous êtes directeur, avant de passer à l'éducatrice, quand vous êtes directeur d'une crèche, en fait, vous êtes un petit peu, moi j'aime bien avoir cette image de gérant d'une petite entreprise. Vous gérez de A à Z l'accueil des enfants, pour commencer évidemment, c'est l'essentiel. Et puis après, vous gérez un budget, vous faites les fiches de paye aux assistantes maternelles. Voilà. Vous gérez une petite entreprise. Le métier d'éducatrice de jeunes enfants, puisque je vois que Mme l'éducatrice a dû être retenue, je vais vous en parler. Donc, l'éducatrice de jeunes enfants, ça se passe dans les IRTS. Donc, les IRTS, c'est l'Institut régional des travailleurs sociaux.
Là aussi, vous trouvez la liste sur le net, hein, sans problème. Vous en avez un à Bordeaux notamment, donc c'est des instituts qui forment les assistants sociaux et notamment aussi les éducatrices de jeunes enfants. Je dis éducatrices parce que là aussi c'est très féminisé, mais ça n'empêche, il n'y a pas de problème. Pour pouvoir intégrer l'IRTS et la formation d'éducatrice, il faut s'inscrire sur Parcoursup. Hein, le concours a été supprimé en 2020, donc ça fonctionne comme infirmier. Hein, vous vous inscrivez sur Parcoursup. Là, je veux revenir un petit peu aussi sur ce qui a été dit à différents moments. Aujourd'hui, vous l'avez compris, les entretiens oraux, c'est compliqué de les avoir, donc les gens vont se fier aux dossiers. Donc les dossiers sont primordiaux. Les appréciations que vous pouvez avoir tout au long de votre scolarité, vos notes évidemment, tous les stages, tout à l'heure Magali parlait de mettre dans vos dossiers un maximum de choses. Par exemple, les services civiques. Moi récemment, j'ai recruté une assistante maternelle parce qu'elle avait fait un service civique. Elles étaient deux, j'avais le choix entre les deux. Il y en a une qui avait fait un service civique en lien avec la petite enfance, donc nécessairement, j'ai opté pour celle-là. Donc voilà, moi je vous encourage à avoir des dossiers les plus bétonnés possibles, parce que quand vous ferez votre inscription à Parcoursup, tout va compter, et quand vous voudrez intégrer les instituts de formation, quelque chose, ça comptera aussi. Donc il faut avoir le bac ou un diplôme équivalent pour pouvoir faire intégrer l'école l'IRTS et faire l'éducatrice. Donc la formation est divisée à l'IRTS, 1500 heures théoriques et 2100 heures de stage. Voilà, c'est reconnu comme Bac plus 3 et là aussi la rémunération, 1600 € brut en début de carrière et 2500 en fin de carrière. Et là pour le coup c'est la fonction publique territoriale. Il n'y a pas beaucoup de JE à l'hôpital. On va aller vite, hein. C'est pas le métier d'assistant maternelle, ça sera un peu plus court. C'est des questions après. Le métier d'assistant maternelle, ça sera plus court. Donc les lieux d'emploi pour les deux JE sont divers et variés. Les crèches, les haltes garderies, les relais d'assistantes maternelles. Très rarement à l'hôpital, c'est bien dommage, mais ça arrive. Dans certains services comme le neurologie par exemple, ça a vraiment une utilité pour les enfants et leurs familles. En ludothèque, en centre de loisirs, en structure d'accueil petite enfance, voilà. Pour terminer, le métier d'assistante maternelle. Je trouvais intéressant de pouvoir vous parler du métier d'assistante maternelle parce que c'est pas très connu. C'est un métier qui est en perte de vitesse parce qu'il n'y a pas un gros renouvellement. C'est un métier qui est vieillissant. En Charente, on a perdu 500 assistantes maternelles en 5 ans. Et je crois que c'est un métier qui peut être vraiment enrichissant pour ceux qui l'exercent. Et comme on vient d'en parler, c'est un métier que vous pouvez exercer au sein de structures comme la crèche familiale. Les crèches familiales, c'est 1% des modes de garde au niveau national. En Charente, on a cette particularité. Je ne suis pas certain qu'il y ait beaucoup de départements qui aient un équivalent. On a 5 crèches familiales sur le département charentais. Voilà. Donc, on amène plein de choses pour pouvoir exercer le métier d'assistante maternelle dans de bonnes conditions, avec quelque chose de cadré, donc de sécurisant, et puis plein de désagréments auxquels vous n'êtes pas confronté quand vous faites assistant maternel ou assistante maternelle dans une crèche familiale par rapport au métier d'indépendant. Alors, il faut déposer une demande d'agrément auprès du département. Il y a une moyenne à obtenir au cours de la formation, et si vous avez la bonne moyenne, vous serez agréé par le département. La formation, il y a 80 heures obligatoires pour pouvoir commencer à accueillir un enfant. Et au bout de ces 80 heures, vous pouvez commencer à accueillir votre premier enfant, mais vous serez dans l'obligation, dans les 3 ans, de faire 2 fois 20 heures en supplément. Voilà. Si vous êtes titulaire du CAP, alors le CAP n'est plus le CAP Petite Enfance depuis 2017, c'est CAP Accompagnement Éducatif Petite Enfant. Voilà. Donc, si vous êtes titulaire de ce CAP, bien, vous serez dispensé de certains modules, mais vous devrez quand même suivre une partie de cette formation. Au niveau salarial, alors là, il y a une grande variabilité, ça dépendra vraiment de votre cadre d'emploi. Pour information, une assistante maternelle qui a 4 agréments, donc qui accueille 4 enfants chez elle sur la crèche familiale dont je suis le directeur, on peut aller sur des rémunérations qui seront forcément variables en fonction des contrats. Mais si on a une assistante maternelle qui a 4 enfants, avec ce que moi j'ai appelé 4 gros contrats, donc il va quand même faire pas mal d'heures, elle peut quand même avoir un salaire net qui sera autour des 2 000 € par mois. Voilà. Donc c'est quand même intéressant comme salaire. Voilà. Merci à vous pour votre attention. Donc, merci à vous pour
votre attention, effectivement. Alors, on va revenir sur donc une question qui a été posée dans le chat et qui s'adresse plutôt à la formation d'ambulancier. Donc, est-ce qu'on peut faire un bac pro sécurité pour devenir ambulancier? Alors, pour devenir ambulancier, vous n'avez pas besoin de diplôme. Vous avez besoin de réussir le concours. Et ce n'est pas pour ça que je vous encourage à ne pas avoir de diplôme. Donc, en fait, nos élèves, hein, ça va, il y a des personnes qui ont bac plus 2, hein, c'est des reconversions professionnelles, et il y a des personnes qui n'ont pas du tout de diplôme, qui accèdent à la formation sans diplôme. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais le bac pro sécurité, ça peut être bien entendu une voie pour accéder au métier d'ambulancier. Mais comme le disait justement Yannick, hein, pour faire tous les métiers de la santé, je pense, parce que moi j'ai été aussi infirmier, cadre de santé, puis directeur d'institut, mais il faut avoir envie de faire ce métier. Il faut avoir envie de faire ce métier. Et, voilà. C'est tout à fait vrai. D'ailleurs, quand vous ferez vos dossiers Parcoursup, parce que c'est une formation que vous choisissez dont l'accès est par Parcoursup, il ne faut surtout pas négliger toute la partie expérience personnelle et surtout toute la partie motivation qu'il faut absolument détailler pour qu'on puisse comprendre en fait et voir, bien saisir les motivations qui sont les vôtres. Vraiment appuyer là-dessus. Finalement, ces métiers de la santé et du social, ça réunit énormément de grandes différences. Voilà, il y a énormément de choix, donc il faut vraiment se renseigner, voir toutes les possibilités en fonction de son niveau d'études, de ses envies, de son parcours, et bien se renseigner là-dessus. Les choix sont immenses, en fait. Et puis, ce n'est pas parce qu'on choisit un métier où il ne faut pas un diplôme à un temps donné. Après le bac, vous n'avez pas votre bac, vous voulez faire ambulancier, vous faites ambulancier. Après, c'est une ouverture sur d'autres professions. On a des élèves ambulanciers qui sont partis au Canada pour faire paramédic. Donc voilà, avec un dossier spécial. Donc je pense que c'est choisir un de ces métiers, c'est pas parce que vous choisissez un métier peut-être entre guillemets moins prestigieux que vous ne pouvez pas accéder à d'autres métiers. Moi je parle parce que moi j'ai commencé à être soignant, après infirmier, etc. Et voilà, pour parler de mon expérience personnelle, j'ai commencé en balayant à l'hôpital. Donc vous voyez. Donc, on évolue au cours d'une carrière. Donc, ce n'est pas parce qu'on fait un métier à un temps donné qu'on ne peut pas progresser vers d'autres métiers. Et c'est ce que je disais tout à l'heure pour revenir sur ce que vous avez dit, sur ce que dit Didier. Moi, de la même manière, j'ai passé mon bac. Je voulais faire militaire depuis toujours. Et après est venue l'envie d'être soignant. Du coup, j'ai réussi à combiner les deux. Après mon bac, j'ai passé le concours pour l'école de sous-officiers. J'ai passé le concours en même temps pour faire infirmier militaire. J'ai été infirmier militaire pendant 10 ans. En sortie de là, j'ai travaillé comme infirmier dans une structure d'hospitalisation à domicile. On avait forcément des ados et le problème, c'est qu'on ne faisait pas d'enfants. Donc, on a développé la filière pédiatrique d'hospitalisation à domicile. On m'a permis de passer le concours pour faire puériculteur. Je l'ai eu. J'ai été travailler au département. Maintenant, je suis directeur d'une crèche. Bon, voilà. Et c'est vrai que les métiers de la santé sont vraiment propices à ce genre de choses. Didier vient d'en parler. Aussi, on en a parlé beaucoup sur les IFSI, les IFAS et tout. Il ne faut rien s'interdire. Il faut faire vaillant, rien d'impossible. C'est ça. Après, il faut quand même faire attention. À la fin, on est quand même des êtres humains. Hein, c'est-à-dire que là, on parle avec sans dénigrer le paquet de sucre ni le paquet de farine, mais il faut quand même avoir une certaine, bien sûr, motivation, on a parlé, mais il ne faut pas le faire non plus parce qu'il y a du travail. En effet, vous entendez dans les médias qu'il y a énormément de recherche d'emploi dans les métiers de la santé et du social. Attention, tout le monde ne peut pas être infirmier, tout le monde ne peut pas être soignant, ambulancier, puériculteur, etc. Il faut vraiment faire attention à tout ça. Et il est important aussi que la motivation soit construite par vous et non pas par quelqu'un d'autre. C'est un réel, voilà. C'est une question, un projet. Voilà. C'est vrai qu'entre infirmier militaire, infirmier OSUR, infirmier scolaire, infirmier libéral, Puis toutes les
spécialisations qui interviennent après, dont on avait parlé, infirmière opératoire, infirmière anesthésiste, cadre de santé également, qui donne la possibilité de faire, comme moi je le fais, finalement de la formation. Je suis infirmière de formation à la base, j'ai travaillé en bloc opératoire et aujourd'hui je forme des infirmiers. Vraiment, les possibilités sont très très nombreuses et effectivement, je rejoins tous les collègues qui vont dire que ce ne sont pas des métiers qu'on fait par hasard et qu'il faut vraiment avoir une envie de venir en aide, de côtoyer l'individu, des aptitudes en communication notamment, beaucoup, pour pouvoir exercer ces métiers-là. Et puis, il faut aussi un niveau intellectuel, scolaire, qui tienne la route. Hein. Je le dis un peu comme ça, c'est peut-être brutal, mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas parce que vous allez rentrer en école d'aide-soignant, et c'est ce qu'on a pu voir, nous, là, sur les 2 dernières rentrées, c'est-à-dire des gens qui arrivent en école d'aide-soignant qui disent c'est bon, j'ai le diplôme, c'est bon, donc je suis rentrée à l'école, donc j'ai réussi le concours, donc ça y est, je vais avoir mon diplôme. Non, ça demande énormément, et dans toutes les formations qu'on a pu vous parler aujourd'hui, ça demande du travail personnel, un engagement personnel, avec des recherches et de la culture générale importante. Tout ce que vous êtes en train d'apprendre là et dans votre scolarité jusqu'au baccalauréat va vous servir derrière pour ces formations-là. Il ne faut surtout pas négliger tout ce que vous allez apprendre dans les prochaines années, en tout cas. Évidemment. Je rajouterai une petite question, là, je ne sais pas si on en a parlé, peut-être ça m'a échappé, de la formation de sage-femme. Un petit peu, je n'ai pas entendu. Oui, alors, désolée, c'est peut-être le moment où je n'étais pas là. Voilà, donc la formation. Alors, le sage-femme, ce n'est pas un personnel paramédical, comme j'ai signalé tout à l'heure, les infirmiers, les aides-soignants, les ambulanciers sont des paramédicaux. La sage-femme est considérée comme personnel médical. Donc, à la base, il faut débuter des études comme des études de médecine. Donc, il faut faire la première année, donc là qui est en train d'être réformée. Hein. Mais c'est ce qu'on appelait avant la première année commune aux études de santé, qui permet d'accéder à la fois aux universités, aux facultés de médecine, à la fois aux écoles de kinésithérapie aussi, par exemple, etc. Et donc, pour intégrer un institut de formation sage-femme, il faut faire cette filière-là. Après, au niveau de la durée des études, moi non plus. Je crois que c'est 5. C'est 5 ans. Ouais. C'est 5 années d'études derrière. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer dans le domaine-là, et notamment effectivement cette première année de médecine. Alors, on entend parler de l'AS, licence. La licence, oui, d'accès aux études de santé, Voilà. effectivement. Pour toutes ces filières-là, c'est vrai que je n'ai pas inclus dans ma présentation. Pour intégrer un institut de formation en soins infirmiers, le baccalauréat que vous obtenez peut être aussi un bac pro. On a des étudiants qui sont titulaires de bac pro, de bac généraux et de bac technologique. Il n'y a aucun souci là-dessus, tout le monde est accepté. Pour les études de sage-femme, pour les études de médecine, il faut savoir quand même que les étudiants qui sont dans les filières de bac généraux sont plus favorisés et ont beaucoup plus de facilité à accéder à ces études-là qui sont beaucoup plus poussées en termes de mathématiques, SVT notamment. Voilà. Donc, très sélective. Et très sélective, évidemment. Par exemple, il n'y a plus la possibilité de repasser sa première année. De médecine, vous n'avez plus la possibilité de faire une seconde fois la première année parce que l'adaptation a été compliquée, il vous faut un deuxième coup. Et là, maintenant, c'est première année, vous passez soit sur la filière médecine, soit vous prenez la licence sélective. Moi, je voulais juste parler au niveau des coûts de formation. Donc, moi, je parle pour la formation d'ambulancier. Le coût de la formation est pris en charge soit par la région Nouvelle-Aquitaine, ou pédagogique, hein, bien entendu, ou alors par Pôle emploi si vous êtes demandeur d'emploi. Voilà. Et il y a quelques financements par le personnel, mais très très peu. On arrive à zéro. On a une région quand même qui est très favorisante dans les études. Formations pédagogiques. Il faut savoir que la formation a un coût quand même, et que quand vous n'avez pas à le débourser, c'est intéressant. Je sais aussi, enfin, je ne sais pas si ça se fait toujours, qu'il y a une année de prépa au RIFSI. Alors, c'est terminé. C'est terminé. Depuis la mise en place de l'inscription par Parcoursup,
Ces années, effectivement, ont été supprimées d'années de préparation. Après, je pense que sont à l'étude pour les années qui viennent peut-être des filières qui permettraient d'avoir quand même des possibilités de mise à niveau ou d'accompagnement d'élèves qui n'auraient pas acquis toutes les modalités requises pour pouvoir entrer en formation et leur venir en aide en français, en mathématiques. Voilà. On a beaucoup parlé sur la formation infirmière de soins, d'actes techniques, mais il n'y a vraiment pas que ça. Il y a beaucoup de raisonnement aussi à faire. Il y a des calculs de dosage, des pourcentages, il y a plein de choses, des millilitres. Surtout, n'hésitez pas à les tableaux de conversion. Allez-y, vraiment. En bref, n'oubliez pas ce que vous avez appris. Surtout, voilà. Et puis également, énormément de production écrite qu'on demande, avec un mémoire de fin d'études. Et donc là, il faut maîtriser le français. Et aussi bien à l'oral qu'à l'écrit, il y a une soutenance de mémoire qui vous délivre le diplôme. Donc, il ne faut absolument pas négliger ces enseignements-là. Finalement, tout ce qui est appris au collège ou au lycée, dans des matières plutôt générales ou autres, finalement, sert à compléter ces documents-là et à avoir un bon niveau. Tout ça. Que ce soit le français, l'anglais, les maths, etc., ça vous servira forcément dans votre vie professionnelle. Donc, écoutez, merci beaucoup. On va vous remercier pour votre participation donc, à ce FOF en ligne. Merci aux intervenants. Merci beaucoup. On va vous souhaiter une très bonne fin de journée et puis peut-être à bientôt sur donc les conférences de cet après-midi ou alors de demain. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir.